Bienvenue à tous sur le French Podcast, votre rendez-vous pour plonger dans les secrets de la langue française, mais version Paris authentique. Moi, c'est Charline, passionnée d'anthropologie culinaire, et à mes côtés, il y a l'inimitable Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous, Emmanuel ici, ravi d'être là avec Charline pour explorer ce qui se cache derrière l'art de parler français comme un vrai Parisien et pas juste un touriste en goguette avec sa carte dépliée sur le boulevard. Aujourd'hui, on va passer derrière le rideau, ou devrais-je dire la porte cochère, et partager anecdotes, expressions et techniques pour adopter ce fameux parler parisien. Subtil, parfois piquant, jamais ennuyeux. Et j'avoue, même si je viens pas de Paris ni même de France, au départ, j'ai collectionné pas mal de bourdes linguistiques. Mais bon, la gaffe, c'est parfois la meilleure prof. Charline, tu trouves pas ? Tellement. D'ailleurs, je vous préviens, il va y avoir des souvenirs embarrassants au programme. On l'a voulu ludique, réel, conversationnel. Alors, attrapez votre carnet, ou mieux, laissez-vous juste porter. On débute par le nerf de la guerre du français local, l'argot parisien. Ok, alors, Emmanuel, je me souviens de ma toute première virée à Paris. J'étais persuadée de parler un super bon français, genre héritage québécois, tu vois. Et là, premier café, le serveur marmonne. Alors, métro, boulot, dodo, hein? Et moi, oui? C'était quoi ce code secret à 3 mots? J'ai eu l'impression d'entendre, je sais pas, un mot de passe pour une société secrète. Ah, le fameux métro, boulot, dodo. Effectivement, c'est un grand classique, presque une petite philosophie de vie à la parisienne. Ça veut simplement dire métro, travail et dodo, la routine, la vie qui tourne en boucle, tu vois. Et puis, se casser, ça aussi ça revient beaucoup. Pas au sens littéral, hein, mais plutôt filer, partir, ou même s'éclipser discrètement d'un rendez-vous trop long. Et le coup de barre, tu l'as déjà entendu ? Oh oui, à la fac, une copine disait toujours « J'ai un coup de barre ». Je croyais qu'elle avait mal dormi. En vrai, c'est carrément l'expression pour dire « Je suis crevée ». Genre, j'ai une grosse fatigue qui débarque sans prévenir. Mais alors, la toute première fois que j'ai entendu un copain dire « C'est ouf », je comprenais absolument rien. Je pensais que c'était une insulte. C'est un pote dans le 18e qui m'a expliqué « Non, non, c'est fou à l'envers, tu changes les lettres ». C'est typiquement le genre d'argot qui fait partie du décor. Mais si tu te plantes de contexte, tu peux te retrouver dans des situations très drôles. Tu veux un exemple de raté façon Emmanuel ? Toujours, vas-y, je sens que ça va me rassurer sur mes propres bourdes. Alors écoute, une fois, je voulais faire le malin devant un groupe, tu sais, essayer d'intégrer un peu l'esprit du moment, et j'ai sorti un « j'ai grave le seum » en pensant que ça voulait dire « je suis à fond ». Pas du tout. En fait, ça veut dire le contraire. Être dégoûté. Silence total autour de la table. Comme quoi, l'argot, c'est aussi la question. Pourquoi il existe ? Pourquoi il change tout le temps ? Mais oui, c'est fascinant. L'argot, c'est vivant. C'est ce qui soude un groupe, non ? Ça évolue comme les modes, et parfois, t'es à la page un jour, dépassé le lendemain. Paris, c'est un vrai laboratoire à ce niveau. On va continuer notre exploration. Après les mots, les sons. Parlons prononciation. Alors, j'ai une confession à faire. Je me suis ridiculisée plusieurs fois en tentant d'imiter l'accent parisien pendant mes cours à Montréal. Genre la fois où j'ai commandé un express « s'il vous plaît » en allongeant le S. Comme dans aucune vraie bouche parisienne. Ha ha, oui, et c'est tout un art. À Paris, le E muet disparaît souvent. Au lieu de « je ne sais pas », tu vas entendre « je sais pas ». La liaison devient super familière et dans certains quartiers, le « t'en veux » devient presque une symphonie urbaine. Et je dis ça parce que, dans le 18e, autour de la Goutte d'Or, tu captes des nuances parfois bien différentes du français académique. Mais c'est aussi ce côté tchatcheur. J'adore écouter dans le métro ou en terrasse. Il y a comme une musicalité, presque du slam parfois. Un prof à la fac disait toujours « Si tu veux parler comme un Parisien, il faut écouter. Écouter plus que parler. »
Et, alors, petit jus. Je suis je monte ha. Pas toujours nord, mince. Vous pouvez répéter après moi? Emmanuel, essaye. Il fait chelou ici, non? Il fait chelou ici, non? Voilà, un petit hommage au langage de la rue. Chelou, c'est l'anagramme de louche, bizarre. Mais tu vois, pour bien choper l'accent, il faut s'imprégner. Et je le dis tout le temps, il faut ouvrir grand les oreilles dans la ville. Charline, t'en as d'autres? Une phrase bien authentique? Allez, t'inquiète, c'est pas grave. Jouez avec l'intonation, laissez tomber quelques syllabes. C'est là que tu deviens un peu caméléon, tu vois. Et d'ailleurs, parfois j'entends des enfants dire « Vas-y, on trace », genre « on file vite ». C'est tout ce patchwork qui fait la richesse du parler parisien. L'écoute est le premier pas pour s'approprier cette palette de sons et de rythmes. Alors, question, à Paris, pourquoi tout le monde me vous voyait alors que je débarquais chez des amis pour une fête privée? Je me rappelle, j'ai passé 30 minutes à vous voyer tout le monde, même mon ami d'enfance. Total, tout le monde croyait que j'étais soit hyper coincée, soit une sorte d'extraterrestre poli. Le vouvoiement, c'est un vrai labyrinthe social. C'est fascinant comme la langue encode les statuts sociaux. La politesse formelle, c'est quasi sacré à Paris, surtout dans les bistrots ou chez les commerçants. Bonjour madame, merci monsieur, mais il y a aussi ce côté piquant, l'art de la répartie un peu ironique, presque une obligation dans certains cafés du centre. Et pour quelqu'un comme moi, étranger, au début, c'est troublant. Tu penses à un sourire universel, mais c'est justement la formule qui fait ou défait l'échange. Oui, et dans une boulangerie, si tu oublies le bonjour, parfois on te fait patienter accidentellement 2 fois plus longtemps. C'est un peu comme une chorégraphie. Tu t'en es sorti comment, toi, Emmanuel, avec ces codes? Oh, là, tu soulèves un vrai souvenir. Je jouais une partie d'échecs sur un trottoir rue de Belleville, à l'impro, et tout s'est joué sur une phrase. Au moment critique, j'ai lancé un « Alors, tu tiens la pression ?» Cliché, mais ça a tout de suite créé l'ambiance. Typiquement parisienne. Un rien dans la tournure, une petite pique. On entre direct dans leur univers. C'est ça qui m'amuse. Une phrase, un ton, et te voilà invité ou recalé. À Paris, chaque mot pèse son poids social. Restez attentif au langage et amusez-vous à observer ces codes la prochaine fois que vous passez commande dans un café ou que vous croisez un agent de la RATP. Restons dans l'ambiance. Il y a des expressions incontournables à Paris qui te donnent directement la température locale. T'as déjà entendu « mettre la gomme » ou « avoir la dalle » ? Oh oui! Avoir la dalle, je l'ai appris le ventre vide. Très vite compris que, à Paris, si tu dis « j'ai la dalle », t'es prêt à bondir sur la première boulangerie du quartier. Ça veut juste dire « j'ai super faim », mais c'est plus imagé, plus brut, tu trouves pas? Oui, et « mettre la gomme », c'est accélérer, aller vite, foncer. Alors, pour maîtriser ce genre d'expression, mon conseil, écoutez des conversations de vrais Parisiens. Les terrasses, le marché ou même les films français un peu old school, vous entendrez 1000 nuances. D'ailleurs, dans beaucoup de petits films tournés à Paris, t'as ce genre de dialogue en fleurant la rue. C'est vrai, le cinéma français, c'est une mine. On attrape le contexte, la façon dont l'expression glisse dans la conversation sans air d'y toucher. Pour vraiment intégrer l'expression, faut la sortir en situation réelle. Genre, lancer un « c'est la loose » à un pote qui rate sa rame de métro, vous verrez la réaction. Et j'ajoute, pratiquer. C'est comme les échecs ou une recette de mousse au chocolat, Charline. Plus on répète, plus ça devient naturel. Faites l'effort dans vos échanges, même timides. Osez l'expression qui fait mouche. C'est là que la langue prend vie et couleur. Et osez demander si vous hésitez. Les Parisiens adorent corriger gentiment ou moins gentiment, mais dans tous les cas, on apprend. Passer à la pratique lors de rencontres culturelles ou dans un atelier, ça change tout. Maintenant, si vous voulez passer du français d'Emmanuel au vrai parler, il faut aller sur le terrain. Le Marais reste un de mes coins préférés pour ça. On saute d'un accent à l'autre, des galeries branchées aux épiceries traditionnelles. Chaque conversation est une leçon. Écoute la 3e partie de Podcast Alors, français. j'ai quelque chose de super cool pour toi, là, tout de suite. Salut tout le monde, on est sur French Podcast et
Enfin, on va te filer tous les secrets pour te débrouiller en mode vrai parisien. Voilà, c'est le thème d'aujourd'hui. Et Emmanuel, t'es prêt à délivrer la magie parisienne? Prêt? Carrément. Tu sais, Charline, ça me rappelle ma toute première fois à Montparnasse, genre... Alors j'essayais vraiment de parler comme un Parisien, mais j'ai utilisé grave d'une façon, complètement à côté de la plaque. Le serveur m'a lancé un regard, tu sais, genre... Mais il sort d'où, lui? Et là, t'as ces petites expressions que t'entends partout, dans les cafés, dans le métro, genre c'est clair, bof, ou même carrément. Tu les entends tout le temps, partout. Ouais. Et attends, moi, tu veux savoir ce que je trouve compliqué? C'est que, à l'école, on apprend enfin le français bien réglo, genre super poli. Mais quand je suis débarquée à Paris, il y avait plein de trucs genre c'est pas faux ou juste bof. Personne t'explique à la fac que ça, c'est un vrai mot qu'on peut utiliser pour tout. Tu vois? Exactement. Et puis dans la rue, si tu utilises que le français scolaire, tu vas comprendre, mais tu te fondras pas dans la masse. Même le ton, c'est tout un monde. Et franchement, ça change tout pour se faire comprendre dans Paris, vraiment. Mais alors, Emmanuel, c'est quoi le truc avec l'intonation des Parisiens? Franchement, moi j'ai essayé, une fois au comptoir, genre dans un petit bistrot, et j'ai voulu commander comme eux, tu sais, genre détendu. Résultat, j'ai l'air d'une touriste qui se force. J'ai monté la voix, j'ai descendu... On aurait dit que je jouais à la comédie, c'était trop gênant. Ah, mais ça, c'est tout un art, Charline. Les Parisiens, ils jouent vraiment avec. Si tu veux avoir l'air cool, faut genre laisser ta voix traîner un peu, genre « ouais, carrément ». Mais si t'es trop sec, ça fait limite distant. Regarde, fais « c'est bon » avec la voix qui descend, et maintenant « c'est bon » en la faisant remonter un peu. Ça change tout, hein? Attends, essaie de prendre l'accent du 11e, genre un peu traînant, mais à peine. Attends, genre... C'est bon? Comme ça? Non? Ça fait touriste encore. Bon, tu reviens la semaine prochaine ou tu restes? J'ai un accent, là? Ou c'est juste genre du Charline tout craché? Franchement, c'est déjà pas mal. Sérieux, ça demande de l'entraînement. Et moi, même maintenant, j'hésite parfois. Mais l'intonation, c'est pile ce qui rend les échanges plus sympas. Ou au contraire, super sec. Attention à ça, vraiment. Alors, attends, côté politesse, moi, c'était le festival du malaise au début. Tutoiement, vouvoiement. Je sais jamais si tu dois dire bonjour à la boulangère, au revoir au chauffeur. La moindre hésitation, bam, t'as tout le monde qui te regarde de travers. Exactement. Une fois, chez une boulangère du 15e, j'ai dit juste « salut » et « oh », elle m'a arrêté direct. « Ici, c'est bonjour, monsieur ». Tu vois, les Parisiens, ils ont des petites règles tacites. Toujours dire « bonjour » en entrant, « au revoir » en sortant, même si tu restes 30 secondes. Ça évite de paraître malpoli ou provincial, disons. Ouais, puis il y a des phrases à rajouter, genre tu peux dire « bonne journée » ou un petit « merci beaucoup », mais faut pas trop en faire non plus, sinon ça fait bizarre, genre trop américain, tu vois. Puis si tu croises le regard, tu souris, mais pas trop non plus. C'est tout un art. Et faut éviter d'arriver direct au but sans formule de politesse. Toujours prendre genre 2 secondes pour dire bonjour, parfois même discuter météo. Ça, c'est très très parisien. Ok, mais les gestes, j'ai l'impression, franchement, que tout le monde a genre une façon tellement spécifique de bouger à Paris, même pour dire bonjour, c'est pas juste un geste de la main, c'est tout un mood. Complètement. Il y a le petit signe de la main, léger, jamais trop énergique, tu vois? Dans le métro aussi, l'attitude « je m'en fous, mais je regarde tout », c'est très parisien. Et le style vestimentaire, faut en parler. Un truc simple, un peu chic sans faire exprès, genre « j'ai pas fait d'effort », mais en fait, si, grave. Non, mais c'est vrai. Moi, j'avais tout faux, la première fois, avec mes baskets fluo. Tout le monde me fixait. T'as des astuces pour, genre, avoir la posture, le geste qui fait « oui, je suis d'ici », genre, sans forcer? Alors, premier point, tu marches droit, tu regardes devant,
mais jamais trop appuyé, tu vois. Ensuite, mains dans les poches ou bras croisés, parfois, mais toujours l'air sûr de toi. Le vrai secret, c'est la confiance en soi, mais sans arrogance. Genre, tu montres que t'es à ta place, mais t'en fais pas trop. Attitude 100%. Pari, mais naturel. Sinon, oublie. Bon, là, je veux vraiment ton avis. Ils me fascinent, les Parisiens, avec leur humour. Genre, ça peut être piquant, super spontané, parfois ahurissant. Mais tu fais comment, toi, pour répondre à une vanne sur le vif, surtout sans paraître ridicule? C'est tout un jeu. Les blagues parisiennes, c'est souvent rapide, un brin moqueur, mais jamais méchant. Enfin, normalement, faut répondre cash, genre avec une mini-pique bien placée ou juste un jeu de mots, petit clin d'œil. Et si tu veux t'entraîner, tu prends des expressions genre faut pas pousser mémé dans les orties, tu le places un peu partout, ça fait toujours sourire. Ah, mais attends, moi, dès que j'essaie d'en placer une, j'ai le cerveau qui mouline. Genre, mince, il va le prendre mal. Faut juste oser, tu vois, et accepter qu'on va rater parfois. Plus tu pratiques, plus tu prends le rythme. Tu trouves un jeu de mots, tu improvises, et puis tu prends la température, quoi. Les Parisiens, ils aiment la répartie. C'est aussi ça, intégrer le style. Justement, si on veut se perfectionner, où tu vas pour écouter, pratiquer, vraiment adopter le vrai français de Paris? T'as des spots préférés? Ah là, c'est simple. Tu te poses au Café de Flore ou même dans une librairie genre Shakespeare & Company. Là, tu peux écouter des discussions, observer. Tu participes à des ateliers de conversation, des soirées, parfois des trucs improvisés dans les quartiers. Chaque arrondissement a son ambiance. Dans le 5e, c'est plus étudiant. Le 11e, c'est, disons, plus branché. Tu prends un café, tu écoutes, tu t'imprègnes, tu copies même certains tics de langage en douce. Ouais. Et puis, c'est en observant les gestes, la façon de parler, les mimiques, que ça rentre. Franchement, rien que dans le métro, tu te poses 5 minutes, tu captes 2, 3 codes, et après, c'est instinctif. Pour moi, c'est les petits marchés de quartier. J'adore écouter les gens discuter d'aubergines. C'est là que tu fais du vrai terrain. Exactement, Charline. Et c'est là que tu progresses, t'apprends tout le vocabulaire vivant, les intonations, même les gestes. Faut juste oser s'intégrer, parler, rater, recommencer. Voilà, immersion totale. On arrive à la fin. Alors attends, c'est quoi, selon toi, les trucs à pas faire? Les pièges où tu te prends direct un panneau Écoute touriste? la troisième partie de Podcast Bienvenue. français. Aujourd'hui, on plonge dans le français tel qu'il se parle vraiment, surtout à Paris. On a épluché pas mal de sources, blogs, discussions sur les réseaux, Wikipédia, même des vidéos. Le but, essayer de décoder un peu tout ça, comprendre cette langue qui bouge tout le temps. Alors on y va, on décortique. On commence par ces petits mots qu'on entend partout, les tics de langage. Il y en a plein, mais certains sortent du lot, non? Je pense à du coup, genre, voilà. C'est fou comme ils sont présents. Pourquoi d'après vous? Il donne une couleur plus spontanée au discours, c'est sûr. Ça rend la conversation plus vivante, quoi. Du coup, c'est vrai, il est partout. Parfois même un peu trop, à la place de donc ou alors. C'est devenu un réflexe. Ouais, Genre, c'est un peu comme une virgule orale, ça introduit une image, une approximation. Et voilà, ça clôture bien une idée, une action. Ça peut marquer l'appartenance à un groupe, mais soyons honnêtes, ça cache aussi parfois une petite hésitation. C'est humain. et puis, il y a le fameux verlan, l'art de retourner les syllabes. Wikipédia rappelle les classiques. Femme qui devient meuf, lourd devient relou. Ça vient d'où exactement ce truc? Ah, le verlan, c'est passionnant. À l'origine, c'était un langage plutôt codé, secret même, utilisé dans les milieux populaires, dans certaines banlieues, pour ne pas être compris facilement, par les flics, par exemple, les keufs. D'accord. Et puis, le rap, le cinéma, ça l'a popularisé à fond. C'est devenu un marqueur identitaire, surtout pour les jeunes. Et ça continue d'évoluer. On a même le double verlan, comme beurre, qui était déjà le verlan d'arabe, qui devient rebeu. C'est très créatif. C'est vrai. Et à côté du verlan, l'argot continue de vivre. On entend beaucoup kiffer pour aimer, ou dire d'un truc super bon que c'est une tuerie, ou que quelque chose est pénible, c'est relou, justement. Ou zarbi pour bizarre. Exactement. C'est une langue en perpétuel mouvement. Alors venons-en à Paris. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un parler parisien?
Les sources semblent dire que c'est plus compliqué. On lit des choses sur les différences entre l'Ouest et l'Est, la rive gauche, la rive droite. On parle même de parler bobo, de jeunes cadres. Ça devient intéressant, là. Oui, l'idée d'un parler parisien unique, monolithique, c'est surtout un stéréotype en fait. Paris est bien trop diverse pour ça. Mais c'est vrai qu'on associe certaines choses à la capitale. Une certaine intonation, peut-être un peu montante parfois, un débit assez rapide. Les abréviations aussi. Genre déj pour déjeuner, appart pour appartement, c'est ça. Et puis, il y a l'attitude, réelle ou fantasmée. Le côté un peu blasé au café, l'ironie, ça colle à l'image culturelle de Paris, le centre de la mode, de l'intellect. Sur TikTok ou d'autres plateformes, on voit passer des expressions typiques. J'hallucine, je suis au taquet, c'est énorme. Et le franglais, bien sûr. Organiser un brainstorm ASAP, manger un Pokéball, c'est très présent. Tout à fait. Ces éléments, qu'ils soient vraiment spécifiques ou juste perçus comme tels, construisent cette image du Parisien, de sa façon de parler, un mélange d'assurance peut-être. N'oublions pas non plus les expressions idiomatiques, ces phrases imagées. Nelly en donne de bons exemples, comme donner sa langue au chat quand on ne trouve pas la réponse, ou poser un lapin à quelqu'un, ça, c'est pas sympa. Oui, ou tomber dans les pommes, s'évanouir. Ce qui est clé avec ces expressions, c'est de comprendre le sens global, l'image. Tenter de traduire mot à mot, ça ne marche presque jamais. C'est la beauté et la difficulté de la chose. Oui, les comprendre, c'est une chose. Mais la question qui se pose pour ceux qui apprennent le français, c'est est-ce qu'il faut les utiliser? Un vidéaste, Alex, conseille plutôt la prudence. Utiliser l'argot ou le verlan sans être natif, ça peut sonner un peu bizarre. C'est ça. Mais comprendre, c'est essentiel. Et ça m'amène à la question de la correction. Faut-il corriger les erreurs des non-natifs? Le débat fait rage sur Reddit. Ah, la grande question. C'est très délicat. D'un côté, corriger tout le temps, ça peut être hyper décourageant. Ça coupe la conversation, ça peut même paraître un peu pédant. Ouais, très français, disent certains. Voilà. Et certains détestent vraiment ça. Mais de l'autre côté, beaucoup d'apprenants veulent être corrigés. Pour progresser, pour pas garder des erreurs qui s'installent, surtout sur des points difficiles comme le genre des noms. On entend souvent des erreurs et la personne apprécierait peut-être une correction douce. C'est là que ça devient important. Alors, comment on fait? Il n'y a pas de règle d'or, ça dépend tellement du contexte, de la relation qu'on a avec la personne et de la manière de faire. Souvent, la meilleure approche, c'est de reformuler discrètement la phrase correctement. Ou alors, le plus simple, demander à la personne ce qu'elle préfère. Le consentement, quoi. Bon, alors si on résume un peu tout ça, on voit une langue française parlée qui est super riche, vivante, plein de codes. Le parler parisien, c'est un mélange de réalité et de clichés culturels. Faut avoir l'oreille fine pour naviguer là-dedans. Exactement. Et pour quelqu'un qui apprend, il n'y a pas une seule bonne façon de faire concernant l'argot, l'éthique ou la correction. Ça demande de la sensibilité, de l'observation. L'objectif, c'est pas forcément de sonner exactement comme un natif, d'ailleurs, lequel est, mais de communiquer efficacement et avec respect. Ce qui nous laisse peut-être avec cette question pour la route, si comprendre et utiliser certains codes peut aider à s'intégrer, jusqu'où aller pour parler comme les autres? Où est la limite pour ne pas avoir l'impression de jouer un rôle, de perdre sa propre voix? Quelle place pour l'authenticité quand on apprend une langue et ses variations?